L'art est mort. Voilà ce que répond Auguste Rodin en 1911 quand on l'interroge sur sa conception de l'art. Étrange déclaration de la part d'un homme qui appartient pourtant au cénacle le plus fermé, celui des artistes dont l'œuvre a marqué pour toujours la conscience collective de notre monde. Comme la Joconde de Léonard de Vinci, comme la Marche turque de Mozart, le Boléro de Ravel ou le plafond de la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange, le penseur de Rodin est devenu l'une des figures emblématiques de l'art occidental. Pourtant, cela n'empêchait pas le sculpteur de déclarer en 1906, alors qu'il a 66 ans et qu'il est au sommet de sa gloire, « Jamais l'humanité ne pourra effacer le préjudice qu'elle m'a causé, même si je devais vivre 200 ans. » Ce que Rodin nomme pudiquement l'humanité, c'est en réalité la France, et plus particulièrement l'État français. En effet, cet artiste, qui devait donner à la France des œuvres qui assureraient sa gloire pour les siècles à venir, a dû essuyer au cours de sa carrière un nombre incroyable de vexations, le plus souvent sous la forme du refus d'une œuvre lui ayant été commandée. Il n'y a là rien d'étonnant, car celui qui déclarait « Ma plus grande joie est de me sentir libre intérieurement, c'est-à-dire émancipé de tout mensonge artistique », était bien trop occupé à rechercher la perfection dans son travail pour se préoccuper des modes, des courants ou de l'académie en général. On lui fit donc payer très cher cette liberté, mais rien, semble-t-il, n'a jamais pu détourner la volonté de ce créateur du but qu'il s'était proposé d'atteindre. De son vivant, on l'a accusé de bien des choses, et souvent de manière contradictoire. Il fut soupçonné de faire passer des sculptures pour des moulages, car on jugeait le rendu de son œuvre d'un réalisme impossible à obtenir par les seuls moyens de l'observation et du modelage. Mais, plus tard, on se demanda aussi, devant certains de ses bustes, si Rodin connaissait seulement les rudiments de son métier, tant on jugeait peu ressemblant le résultat. Aujourd'hui, il est de bon ton de considérer Rodin comme le père de la sculpture moderne, ce qui est un comble quand on sait que l'unique obsession de Rodin était de retrouver la manière de faire des sculpteurs de l'Antiquité. Notons d'ailleurs au passage que Monet, grand ami de Rodin, est victime d'un jugement semblablement faux quand on le présente, comme cela arrive encore souvent, comme l'initiateur de la peinture abstraite. Le temps ne semble donc pas avoir effacé toutes les méconceptions et tous les quiproquos qui frappent l'œuvre de Rodin. Par chance, Rodin fait partie de ces artistes qui ont pris la peine de préciser généreusement leurs pensées par écrit. Jusqu'à aujourd'hui, ces écrits ne sont diffusés que de manière très confidentielle. Vous n'en entendrez jamais parler ni à l'école, ni dans les écoles d'art. Et pourtant, Rodin nous a livré un témoignage d'une valeur incalculable sur son art en particulier et sur l'art en général. Ces témoignages se regroupent dans 3 ouvrages publiés du vivant de leur auteur. Une série d'entretiens avec Paul Gzell, intitulée « L'art », une autre avec Henri Dujardin-Baumetz, complétée par quelques écrits de Rodin, portant le titre « Éclair de pensée », et, pour finir, le livre écrit par Rodin lui-même, intitulé « Cathédrale de France ». Ces livres nous donnent l'occasion unique de découvrir quelles étaient les pensées de l'un des plus grands hommes de notre histoire. Dans l'ensemble des écrits et des entretiens laissés par Rodin, une notion surpasse dans l'esprit du sculpteur toutes les autres. Cette notion, c'est celle de la nature. À ses yeux, elle est à la fois une source d'inspiration, d'enseignement et de réconfort. Et quand on lui demande comment il procède dans son travail, il répond avec une simplicité exemplaire mais un peu déconcertante, en copiant servilement la nature. L'art du sculpteur serait-il donc un art servile? Le sculpteur ne serait-il dans l'esprit de Rodin qu'un photographe du réel? Loin de là. Et même bien au contraire, comme nous allons le voir. Mais pour bien saisir la pensée de Rodin sur ce point, il faut d'abord s'arrêter un instant sur cette question d'imitation de la nature. Aristote, le premier, écrit que l'art imite la nature. Plus tard, c'est le Romain Sénèque qui nous dit que tout art est imitation de la nature. Notre premier réflexe, surtout s'agissant de dessin, de peinture ou de sculpture, est d'entendre le mot imitation dans le sens de reproduction. Et en effet, on peut bien dire que le peintre reproduit l'image d'un objet quand il peint un tableau, ou que le sculpteur reproduit la forme d'un objet en le modelant. Mais alors, que ferait le musicien quand il écrit de la musique?
de quelle manière imiterait-il la nature? Et le dramaturge, le poète ou le romancier, que reproduisent-ils exactement? Nous devinons déjà ici qu'entendre imiter au sens de reproduire ne sera pas suffisant. D'ailleurs, avant Sénèque et Aristote, Platon nous mettait en garde. Il écrivait « L'art est une imitation des apparences sensibles que l'on trouve dans la nature. Or, ces apparences sensibles ne sont justement qu'un simulacre du réel, puisque la vérité ne se livre qu'à celui qui est capable de distinguer les ombres des objets qui les projettent. L'art, imitant les apparences, serait donc une copie doublement trompeuse de la réalité. L'art ne peut donc se contenter de reproduire une apparence. Ce qu'il doit imiter, ce n'est pas le résultat produit par la nature, par exemple une pomme, mais le processus mis en œuvre par la nature pour créer cette pomme. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les mots d'Aristote, et c'est en ce sens que Rodin pense son rapport à la nature. Ce que l'artiste doit imiter, c'est le génie mis en œuvre par la nature pour créer des objets, vivants ou inanimés. Mais quelles sont les caractéristiques de ce génie mis en œuvre par la nature? Rodin nous livre quelques premiers éléments de réponse. La beauté, écrivait-il en 1904, est un point d'arrivée, non un point de départ, et une chose ne peut être belle que si elle est vraie. Hors de la vérité, point de beauté. La vérité elle-même n'est qu'une complète harmonie, et l'harmonie n'est, somme toute, qu'un faisceau d'utilité. Or, quel est le modèle même des choses utiles? C'est la nature, où tout a sa raison d'être, connue ou inconnue de notre petite vision. Et il ajoute: l'immense qualité de la nature étant précisément la vigueur unie à la grâce, elle peut se définir ainsi. C'est le balancement parfait des volumes et des poids. Cherchant partout, toujours et en tout l'équilibre, la nature ne l'obtient que par des oppositions de volumes. L'artiste doit faire de même, et la figure réussie est un balancier. Unité et équilibre sont donc deux des premières qualités que le sculpteur prête au génie de la nature. Gaudí, l'architecte de la Sagrada Familia, ne devait pas penser bien différemment quand il notait « Cet arbre, devant mon atelier, voici mon maître ». Et, bien sûr, équilibre et utilité sont également les deux premières qualités qu'une œuvre devra posséder pour être réussie. Pour Rodin, une civilisation s'est particulièrement illustrée dans sa capacité à produire en art une intelligence semblable à celle déployée par la nature, la Grèce antique, que le sculpteur nomme souvent simplement l'antique. Voici comment il décrit un buste de femme dont il est l'heureux propriétaire. C'est la nature qui a dirigé ce modèle, suivant le rythme harmonique et utile qui pliait ses genoux et gonflait ses seins pour contrebalancer son geste. Une femme a laissé jouer ses muscles. Une femme naturelle, une femme comme les autres, pas une professionnelle. Et devant ce beau et simple mouvement, le sculpteur a créé cette statue. Et alors, sans que ni lui ni personne ne puisse savoir pourquoi, uniquement parce que les rapports de profil étaient bien coordonnés, parce que la géométrie des formes exerçait un magique et irrésistible enchantement, l'âme vivante de cette femme est venue pour toujours habiter ce marbre qui la représente. La critique appelle cela éloquence ou émotion, mot vide de sens. En réalité, c'est l'âme qui est fixée, immortalisée par la vérité. Comment le sculpteur s'y est-il pris? Ce n'est pas en nous adressant à l'antique que nous comprendrons cette grande conscience venue de si loin. C'est en nous adressant à son inspiratrice, la nature. Dans la description qu'il fait de ce buste, il est frappant de constater que Rodin n'étudie ni le résultat, la sculpture elle-même, ni le travail du sculpteur. Non, ce qui l'intéresse, c'est le modèle lui-même. Et ce qui lui semble miraculeux, c'est que l'artiste soit parvenu à ne pas dénaturer, en la retranscrivant, l'œuvre que la nature avait mise devant ses yeux. De la même manière, Rodin note: quand un artiste, dans l'intention d'embellir la nature, ajoute du vert au printemps, du rose à l'aurore, du pourpre à de jeunes lèvres, il crée de la laideur, parce qu'il ment. Cette déclaration de foi est particulièrement éclairante, car elle nous apprend que Rodin, comme d'ailleurs Robert Schumann avant lui, considère que la morale préside à la qualité d'une œuvre. Est vrai ce qui est beau ce qui est vrai.
Et la nature, c'est-à-dire le réel qui s'offre à nos yeux, est le modèle qui opère l'unification de ces deux concepts. Mais ce réel qui s'offre à nos yeux, encore faut-il apprendre à le voir. Et c'est là précisément ce que Rodin considère comme la spécificité sociale de l'artiste. Il écrit à ce propos. L'artiste n'aperçoit pas la nature comme elle apparaît au vulgaire, puisque son émotion lui révèle les vérités intérieures sous les apparences. Nous voyons que consciemment ou non, Rodin jugeait nécessaire d'adresser le problème soulevé par Platon quand il disait que l'art était l'imitation d'une imitation. Apprendre à voir comme un artiste, c'est apprendre à voir au-delà des apparences. Comme nous le verrons un peu plus loin, Rodin prône pourtant une méthode de travail extrêmement terre-à-terre, qui consiste pour l'essentiel à copier scrupuleusement chaque profil de son modèle. Mais derrière cette apparente contradiction se cache en réalité toute la pensée de l'artiste. Voir au-delà des apparences, c'est d'abord apprendre à les voir vraiment, car l'apparence n'est trompeuse que pour celui qui la considère imparfaitement. Mais pour celui qui sait en déchiffrer le langage, elle révèle tout. Elle est cette vérité à laquelle Rodin se réfère si souvent dans ses propos. Et Rodin déclare, revenant sur cette question de l'apparence et de son imitation. Si l'artiste ne reproduit que des traits superficiels, comme peut le faire la photographie, s'il consigne avec exactitude les divers linéaments d'une physionomie, mais sans les rapporter à un caractère, il ne mérite nullement qu'on l'admire. La ressemblance qu'il doit obtenir est celle de l'âme. C'est celle-là seule qui importe. C'est celle-là que le sculpteur ou le peintre doit aller chercher à travers celle du masque. Pour celui qui a appris à regarder, l'apparence cesse d'être un aspect extérieur gratuit, pour devenir une expression fonctionnelle de l'âme. Aux yeux de Rodin, il existe en effet une corrélation de principe entre la nature d'une chose ou d'un être et la forme qu'il ou qu'elle adopte. Rodin écrit « Un artiste n'a qu'à regarder un visage pour déchiffrer une âme. Aucun trait ne le trompe. L'hypocrisie est pour lui aussi transparente que la sincérité. L'inclinaison d'un front, le moindre froncement de sourcils, la fuite d'un regard lui révèlent les secrets d'un cœur. » Une intuition d'ailleurs partagée par de très nombreux créateurs, tel Albert Camus, qui déclarait « Après 40 ans, tout homme est responsable de son visage. » Et quand son ami Paul Gzell demande à Rodin « Mais n'arrive-t-il point parfois que le visage soit en désaccord avec l'âme ?» Rodin lui répond « Jamais. » Pourtant, souvenez-vous du précepte de La Fontaine, « Il ne faut point juger les gens sur l'apparence », insiste Paul Gzell. Ce à quoi Rodin rétorque. Cette maxime, à mon sens, ne s'adresse qu'aux observateurs frivoles, car l'apparence peut tromper leur examen hâtif. La Fontaine écrit que le souriceau prit le chat pour la plus douce des créatures, mais il parle d'un souriceau, c'est-à-dire d'un écervelé, qui manque d'esprit critique. L'aspect même du chat avertit quiconque l'étudie attentivement qu'il y a de la cruauté cachée sous cette somnolence hypocrite. Et c'est précisément le rôle de l'artiste de faire apparaître la vérité, même sous la dissimulation. Le rôle de l'artiste est de faire apparaître la vérité, nous apprend Rodin. La vérité dans l'esprit du sculpteur, et comme nous l'avons vu, est ici à entendre comme la nature en ce qu'elle incarne un modèle parfait de la relation idéale entre la fonction et la forme. Plus cette relation est forte, plus l'ensemble des parties réunies par cette relation est beau. Notons au passage que l'on retrouve la même conception chez Viollet-le-Duc, le fameux architecte, qui, considérant la question de l'ornementation en architecture, répond qu'elle doit servir à la fois à dissimuler les jonctions entre les différents plans, et que ce faisant, elle soulignera dans le même temps la fonction architecturale qui rend nécessaire cette jonction. Et il fondait cette conclusion sur l'observation qu'il faisait de la manière dont la nature résout ce genre de questions. À propos de la nature, Rodin note encore « L'homme est incapable de créer, d'inventer. Il ne peut que s'approcher de la nature, docilement, amoureusement. D'ailleurs, elle ne se dérobe pas à sa vue. L'homme n'a qu'à regarder. Elle lui laissera voir ce qu'à force de patience, il sera parvenu à comprendre. Et cela seulement. Mais la part est déjà belle. L'homme est incapable de créer.
Cette affirmation peut paraître provocatrice, surtout quand c'est Rodin, créateur infatigable, qui la professe. Mais elle nous dit simplement que Rodin fait partie de ces artistes qui considèrent que l'œuvre préexiste à sa matérialisation par l'homme. De ce point de vue, l'artiste devient un médiateur, presque un archéologue, qui exhume, en essayant de la détériorer le moins possible, la forme dont il a par hasard entrevu un éclat. Cette idée très ancienne a encore aujourd'hui de solides partisans, tel Stephen King, qui dans son livre « Mémoire d'un métier » écrivait « Lorsqu'au cours d'une interview pour le New Yorker, j'ai déclaré aux journalistes que j'étais convaincu que les histoires étaient des objets trouvés, comme les fossiles dans le sol, il m'a répondu qu'il ne me croyait pas. Pas de problème, lui ai-je dit, tant que vous croyez au moins que moi je le crois, ce qui est le cas. Les histoires ne sont pas des t-shirts souvenirs ou des jeux électroniques, ce sont des reliques, issues d'un monde préexistant encore inconnu. Le travail de l'écrivain consiste à utiliser les outils de sa boîte à outils pour les extraire du sol, aussi intégralement que possible, en les laissant aussi intacts que possible. » On peut à présent comprendre différemment ce que Rodin voulait dire quand il parlait de copier servilement la nature. Ce que l'artiste doit copier, ce qu'il doit imiter, ce n'est pas l'apparence de la nature, mais les moyens et les raisons qu'elle met en œuvre pour produire cette apparence, étant entendu que l'apparence, la forme, est toujours l'expression d'une fonction. Et si, comme nous l'avons vu, l'architecture se prête particulièrement à l'illustration de cette idée, en raison de l'équilibre qu'elle opère par nature entre l'aspect fonctionnel et formel, puisque même un palais, même une fontaine ou un arc de triomphe doivent d'abord commencer par tenir debout et par laisser passer la lumière avant de prétendre à être joli, le corps humain en offre peut-être encore un meilleur exemple. Tout dans le corps est fonctionnel. Toutes ces formes répondent à une nécessité mécanique. Et pourtant, cette nécessité mécanique produit un ensemble, le corps d'un homme ou d'une femme, que nous percevons bien différemment d'une machine. Tout au contraire, le corps de l'autre est cette passerelle qui, partant du désir, conduit à l'amour, c'est-à-dire à un état où le corps est sublimé par l'esprit, ou, comme le dirait Rodin, par l'âme. Mais comment développe-t-on ce regard qui est l'apanage de l'artiste et qui consiste à savoir déchiffrer le langage des apparences? Le premier conseil que reçut Rodin, qui manifesta très jeune son goût et son talent de dessinateur, lui fut prodigué par son père. Si tu veux être artiste, alors sois le meilleur. Le dessin d'ailleurs restera toujours pour Rodin l'essence de son art, et, comme nous le verrons un peu plus loin, il ne considère en fait la sculpture que comme une accumulation de plans en 2 dimensions, c'est-à-dire comme une accumulation de dessins. Il note à ce propos « Mes moyens naturels sont la terre et le crayon. J'ai dessiné toute ma vie. J'ai commencé toute ma vie en dessinant. Je n'ai jamais cessé de dessiner. » Et voici le récit qu'il nous fait de sa découverte de la sculpture. Tout jeune, aussi loin qu'il me souvienne, je dessinais. Mes parents estimèrent qu'il était temps de m'orienter vers une carrière et se rendant compte de mon goût pour le dessin, me firent entrer à l'école de dessin de la rue de l'école de médecine, appelée, alors comme aujourd'hui, la Petite École, certainement pour la distinguer de l'école des Beaux-Arts. Elle avait été fondée par Bachelier sous Louis XV. J'y fis des progrès rapides, d'après les modèles copiés, suivant l'enseignement du temps, et dont beaucoup dataient de la fondation de l'école. Je me rappelle avoir copié des Sanguines d'après Boucher. Je passais dans la classe de dessin d'après La Bosse. Des élèves modelaient d'après les antiques. Pour la première fois, je vis de la terre glaise. Il me sembla que je montais au ciel. Je fis des morceaux séparés, des bras, des têtes ou des pieds, puis j'attaquai la figure tout entière. J'ai compris l'ensemble d'un coup. Je faisais cela avec autant de facilité qu'aujourd'hui. J'étais dans le ravissement. Il n'y avait pas alors de classe de modèles vivants à la Petite École. Je me présentais à l'école des Beaux-Arts, où l'on travaillait d'après nature tous les jours de 4h à 6h. Les ateliers n'existaient pas alors. Ils ne furent créés qu'en 1863. Je fis 3 fois le concours d'entrée. Je fus toujours refusé. La Petite École avait gardé quelques traces de l'enseignement du XVIIIe siècle. La vie, le sentiment, la grâce n'y étaient pas proscrits. Cela se montrait clairement dans mes dessins, mais c'était l'Institut qui dirigeait l'école des Beaux-Arts, jugeant les concours, corrigeant les élèves à tour de rôle pendant 1 mois. Il condamnait tout ce qui rappelait l'art du XVIIIe, et ceux qui, même faiblement, se réclamaient de lui, étaient traités en hérétiques. Je l'ignorais alors,
je ne le sus que plus tard. Continuant sa route, Rodin croise le sculpteur animalier Barye, aujourd'hui fort reconnu, mais qui de son vivant se heurte à une affreuse indifférence, et Rodin déplore à se souvenir. Quel malheur d'avoir vécu à une époque aussi terrible pour l'homme de génie. L'apprenti sculpteur va poursuivre son apprentissage en recherchant toutes les occasions possibles de travailler d'après nature et en étudiant les chefs-d'œuvre des peintres et des sculpteurs qui le précèdent. Bien plus tard, dans le testament artistique qu'il publiera, il conseillera, avec des mots presque exactement semblables à ceux qu'utilisait Robert Schumann dans ses conseils aux jeunes musiciens, que nous évoquions dans notre précédente vidéo, « Aimez dévotement les maîtres qui vous précédèrent ». Et très tôt, Rodin identifie ce qui lui semble être l'ornière dans laquelle le courant artistique de son époque s'enfonce. Il déclare « En réalité, la voilà la grosse erreur de l'école néo-grecque. Ce n'est pas le type qui est antique, c'est le modelé. » Et c'est là en substance le reproche qu'adresse le mouvement romantique à ses prédécesseurs. Imiter la forme plutôt qu'imiter la manière. Imiter l'apparence d'une œuvre plutôt que la méthode qui permit de la concevoir. Car quand Rodin considère l'art antique comme un exemple de la perfection à laquelle l'artiste doit prétendre atteindre, il suit tout à fait les préceptes de son temps. L'Académie, elle aussi, considère le style antique comme une référence. Mais là où Rodin discerne l'exercice d'une intelligence vivante, l'Académie ne voit qu'un modèle mort qu'il faut copier sans chercher à le comprendre. D'ailleurs, Rodin nous l'a dit, ce n'est pas l'antique qu'il faut copier, mais ce qui l'inspira, c'est-à-dire la nature elle-même. Il précise encore ainsi sa pensée sur ce sujet. L'erreur, c'est de commencer par l'antique, alors que c'est par lui qu'on doit finir. Quand vous voulez apprendre à quelqu'un à manger, vous lui donnez des aliments neufs pour qu'il apprenne à les broyer. L'idée ne vous viendrait jamais de lui donner pour s'exercer les dents des aliments déjà mâchés et triturés. Eh bien, quand vous voulez apprendre la sculpture à quelqu'un, mettez-le directement à la nature, et quand il sera très fort sur la nature, vous lui direz « Maintenant, voilà, regarde ce qu'a fait l'antique. » Et alors, l'antique sera pour lui une source d'énergie nouvelle. Au lieu que si vous donnez l'antique à un débutant qui n'a jamais lutté avec la nature directement, il n'y comprend rien. Il y perd sa personnalité. Vous en faites un plagiaire, qui au lieu de faire à la nature sa propre prière, lui répétera la prière de l'antique sans en comprendre les termes. L'antique n'est pas l'alphabet de l'artiste. Il est la récompense de son travail. Le véritable ordre qu'il nous donne, ce n'est pas de le copier, ni de l'interpréter, c'est de faire comme lui, ce qui n'est pas la même chose. Et Rodin précise enfin, si l'antique a passionnément répété les mêmes modèles, il n'a jamais répété les mêmes modelés. Distinction capitale qui révèle l'erreur des contemporains de Rodin. Ces derniers sont victimes des apparences. Ils ne savent plus regarder comme un véritable artiste doit savoir regarder. Voyant que les antiques représentaient toujours les mêmes poses, ils pensent que la représentation de cette pose garantira le type antique de leur œuvre, ignorant par là même que l'originalité et la puissance des œuvres qu'ils copient ou croient copier se situent à un tout autre niveau. Et voici comment Rodin évoque cet autre niveau. Lorsque j'ai eu fini mon âge d'airain, j'ai été faire un tour en Italie et j'ai trouvé un Apollon ayant une jambe exactement dans la même pose que celle de mon âge d'airain, qui m'avait demandé 6 mois de travail. Je l'ai étudié et j'ai vu que, alors qu'en superficie tout paraît sommaire, en réalité tous les muscles sont construits et l'on voit s'éveiller un à un tous les détails. C'est que les anciens étudiaient tout par le profil, par tous les profils successivement, parce que dans une figure quelconque, dans un morceau de figure, en réalité, pas un profil n'est pareil à l'autre. Lorsqu'on les étudie tous chacun à part, l'ensemble apparaît simple et vivant. Tout le secret est là. Cette question des profils revient sans arrêt dans les explications que le sculpteur livre à propos de la technique qu'il met en œuvre. Rappelons d'abord qu'ici, le terme de sculpteur est trompeur, voire fallacieux. Rodin ne sculpte pas. Il modèle de la terre. Par la suite, des moulages seront faits d'après ces modèles en terre et serviront de base à la création d'épreuves en bronze. La technique de Rodin est finalement très simple. Il se contente, si l'on peut dire, de tourner autour de son modèle pour en voir successivement tous les profils, c'est-à-dire toutes les représentations en 2 dimensions. Ainsi, la sculpture qu'il modèle dans la terre est la réunion en 3 dimensions d'un ensemble de plans en 2 dimensions que le sculpteur
ou peut-être, devrait-on dire ici le dessinateur, a scrupuleusement, servilement observé et copié. Écoutons Rodin nous détailler son approche. Soyez certain que le sculpteur qui comprendra et appliquera la méthode que je vais décrire trouvera en elle le plus sûr des appuis. S'il la suit avec la volonté, la patience et l'attention qu'elle exige, il deviendra rapidement un homme fort s'il dessine bien. Mais s'il dessine mal, qu'il renonce à l'appliquer. Pour lui, cette méthode serait mauvaise, car elle est entièrement basée sur l'observation et l'exécution rigoureusement exacte du dessin des profils. Et sans cette exactitude, que sa connaissance permet seule, les profils de son œuvre ne s'accorderont jamais. Lorsque je commence une figure, je regarde d'abord la face, le dos, les deux profils de droite et de gauche, c'est-à-dire ces profils dans les 4 angles. Puis, avec la terre, je mets en place la grosse masse telle que je la vois, et le plus exactement possible. Je fais ensuite les intermédiaires, ce qui donne les profils vus de 3/4. Puis, tournant successivement ma terre et mon modèle, je les compare entre eux et je les épure. Dans un corps humain, le profil est donné par l'endroit où le corps finit. C'est donc le corps qui fait le profil. Je place le modèle de manière à ce que la lumière, se découpant sur le fond, éclaire ce profil. Je l'exécute, je tourne ma selle et celle de mon modèle, j'en vois ainsi un autre, je tourne encore et suis ainsi conduit successivement à faire le tour du corps. Je recommence, je serre les profils de plus en plus et je les épure. Comme le corps humain a des profils à l'infini, je les multiplie autant que je le puis ou que je le juge utile. Regardant attentivement le modèle au moment où il pose exactement dans le mouvement que j'ai entendu traduire, je le prends dans le profil où il est. Il importe de veiller attentivement à ce que le modèle revienne toujours dans le mouvement choisi par moi au point de départ, pour qu'il me donne toujours les mêmes profils. Lorsque mes profils sont bien dessinés, j'ai la chance qu'ils soient justes, mais je n'en suis sûr que lorsqu'ils sont contrôlés les uns par les autres et tous ensemble. J'avais à peu près les mêmes profils dans ma première masse, mais plus le dessin de mes profils, j'entends par le mot dessin, sont tracés sur ma terre, devient serré, plus ils se rapprochent, car les profils ne se rassemblent que lorsqu'ils sont très exactement dessinés, et justement les uns par rapport aux autres. La réunion des profils justes, unis par des intermédiaires exacts, donne le modèle vrai. C'est peut-être là une géométrie un peu rude, comme tout travail réel du reste, mais qui donne des résultats excellents. Et à propos de géométrie, voici quelques remarques éclairantes faites par Rodin à ce sujet. La géométrie, cette qualité divine. Jeune, j'avais de l'aversion pour la géométrie, m'imaginant que c'était une science froide, analysant l'enthousiasme. J'ai bien sûr été obligé de l'étudier. Et depuis, tout ce que je fais est fondé sur la géométrie. La vie elle-même est géométrique. Une vérité que je ne suis parvenu à reconnaître que bien plus tard. Mais à quoi Rodin fait-il exactement référence quand il parle ici de géométrie? En quoi serait-elle une qualité divine? Peut-être ici faut-il comprendre cette notion de géométrie comme une référence à l'aspect hautement ordonné de la nature. Ce qui est ordonné suppose une hiérarchie, une symétrie et une organisation entre les parties qui forment le tout. Et la nature possède bien ces attributs. C'est d'ailleurs ce qui la rend perceptible à notre conscience et à nos sens, car l'esprit humain semble conçu pour discerner ce qui est organisé, ce qui a une forme, de la toile de fond formée par ce qui n'en a pas. La géométrie est une expression spatiale des rapports mathématiques. Dans la pensée antique, les formes primaires sont indissociables des chiffres qu'elles représentent. Le carré, le triangle, la ligne, le point, et leurs propriétés sont autant de symboles qui nous permettent de faire des observations générales et d'en tirer des lois prédictives, telles par exemple le théorème de Pythagore, qui peut prévoir les propriétés de tous les triangles. Pouvoir formuler ces lois, c'est apprendre à parler le langage de la nature. La géométrie est l'une de ces lois, peut-être même l'une des plus fondamentales, car tous les arts sont concernés par les problèmes de proportion et de symétrie. Et le sculpteur, plus que tout autre, car c'est là l'essence même de son travail, doit se mettre à son service, c'est-à-dire au service de la nature. Et sur ce point, Rodin conclut. Si une figure n'est pas faite avec ces principes et cette géométrie, elle manquera de vérité, c'est-à-dire d'expression. Il y aura toujours entre elle et la réalité un malentendu persistant. Faire seulement avec l'intuition, si élevée ou si délicate soit-elle, elle sera toujours faible, car on ne peut créer qu'avec la nature. C'est elle
qui fait de l'artiste un créateur ou plutôt un copiste sublime. Encore une fois, il est frappant de constater la similarité entre la pensée de Rodin et celle de Schumann. Comme le musicien, le sculpteur recherche dans l'art une expérience spirituelle et mystique, mais cet état de grâce ne peut être atteint que par les moyens les plus rigoureux, au premier rang desquels le respect des maîtres, la compréhension et l'acceptation des lois qui président au langage dont on use, et la capacité à identifier ce qui doit être imité, aussi bien dans la nature que chez les maîtres, à savoir la motivation, l'intention, plutôt que l'apparence du résultat produit par cette intention. Ce que Rodin résume d'ailleurs d'un trait en disant « Aujourd'hui, trop souvent, le procédé d'école dirige le modèle professionnel qui dirige à son tour l'artiste docile à une tradition imposée. » Pendant les premières années de sa carrière, Rodin travaille comme ornemaniste en France et en Belgique. Cela ne l'empêche pas pour autant de travailler à ses premières œuvres. Parmi celles-ci, L'âge d'airain va lui permettre d'accéder à une première forme de notoriété, pour des raisons toutefois très étranges. En effet, lorsque Rodin présente son œuvre au Salon des artistes français de Paris, son réalisme est tel qu'on l'accuse de l'avoir moulé directement d'après le corps d'un modèle. S'ensuivra une vive polémique qui restaurera finalement la probité du sculpteur et lui assurera, paradoxalement, une visibilité puis un succès que plus rien ne viendra démentir. Mais cet épisode marque profondément Rodin, peut-être parce que pour la première fois, la sincérité, la dévotion et la joie qui le guident dans son travail se trouvent confrontés à un monde qui n'a pas les mêmes hauteurs de vue sur l'art. On devine chez Rodin le même mélange d'autorité et d'humilité qui caractérise les grands génies. Il est humble devant les maîtres et devant la nature, mais son travail exige de lui un orgueil immense qui seul pourra lui donner la force d'atteindre le meilleur de lui-même. Quand il achève une œuvre, il sait qu'il a poussé son intelligence créatrice à ses dernières limites. Comment pourrait-il alors supporter les remarques, voire les jugements, de ceux qui sont incapables d'un tel effort? Et puisque Rodin est au service de la vérité, dénigrer ses œuvres, c'est l'accuser de mentir. Or, accuser de mensonge une personne qui met sa vie entière au service de la révélation de la vérité, c'est lui causer un tort immense. Un tort que rien, même s'il vivait 200 ans, ne pourrait venir effacer. Mais cette épine dans le cœur du sculpteur, si elle le fait indubitablement souffrir, n'entame pas sa foi dans la quête qu'il mène. D'ailleurs, il écrit « Celui qui se décourage après un échec n'est pas un véritable artiste. Il faut savoir souffrir pour son art. » Savoir souffrir pour son art, en acceptant l'incompréhension des autres, par exemple, mais aussi en sachant dompter ses faiblesses devant la tâche à accomplir, car le surpassement auquel parvient le sculpteur dans son travail est le résultat d'un effort constant. Il note à ce propos « Il importe que l'artiste soit réellement maître de son métier, qu'il en consacre toutes les ressources pour en donner toute l'expression. En un mot, qu'il fasse rendre à la matière qu'il emploie tout ce dont elle est susceptible. » On retrouve ici, encore une fois, la même pensée que chez Schumann. La maîtrise du langage, qu'il s'agisse de sculpture ou de musique, est le point de départ de toute expression artistique. Mais Rodin ajoute ici une notion remarquable, celle du rapport entre les possibilités offertes par un matériau et l'œuvre que l'on en tire. La terre, le crayon, la peinture à l'huile, chacune de ces techniques comporte des avantages et des inconvénients propres, et l'artiste doit apprendre à en tirer le meilleur parti. Surtout, il ne doit pas sous-employer les ressources du média qu'il choisit. Une œuvre peut être simple, elle ne doit cependant jamais être simpliste. Et ce juste rapport à la simplicité s'obtient, entre autres, par une connaissance approfondie des limites de ce que permettent les différentes techniques. Ici, ces limites ne sont pas à comprendre comme une forme de restriction, mais plutôt comme l'extrémité qu'il est nécessaire de parvenir à atteindre. Mais cette maîtrise du métier revendiquée par Rodin n'est que la première étape du travail de l'artiste. Il lui reste encore ensuite, et toujours, à mener pied à pied un combat avec la matière. Il écrit « L'artiste doit être un homme de science et de patience. Il ne doit rien laisser au hasard. Tout ce qu'il fait doit être voulu. » Une déclaration qui fait fortement écho
aux propos de Maurice Ravel quand il déclarait « Je me refuse simplement, mais absolument, à confondre la conscience de l'artiste, qui est une chose, avec sa sincérité, qui en est une autre. Cette conscience exige que nous développions en nous le bon ouvrier. Mon objectif est donc la perfection technique. Je puis y tendre sans cesse puisque je suis assuré de ne jamais l'atteindre. L'important est d'en approcher toujours davantage. L'art, sans doute, a d'autres effets, mais l'artiste, à mon gré, ne doit pas avoir d'autre but. » Mais, comme pour Rodin et Schumann, la technique pour Ravel, si elle est indispensable, demeure une simple porte d'entrée vers l'expérience émotionnelle qui seule doit guider l'artiste accompli. Et c'est pourquoi Ravel ajoute « La grande musique doit venir du cœur. Toute musique qui ne procède que de la technique et de l'intelligence ne vaut pas le papier sur lequel elle a été écrite. » Ce que Rodin semble confirmer quand il écrit « Une forte éducation de l'œil et de l'esprit permet davantage de fantaisie et plus d'interprétation. » Ce que nous disent Ravel et Rodin, tout comme le disait d'ailleurs Schumann, c'est que la fantaisie et l'inspiration, si elles sont bien les qualités qui font les grands artistes, ne sont pas des points de départ mais des points d'arrivée, et la technique, le métier de l'artiste, est la route qui conduit justement à cet état de libération où l'artiste peut laisser son cœur s'exprimer sans risquer de trahir son art. Voulant faire mieux, on détruit parfois ce qu'on a fait de bien, mais il faut être possédé par le démon du mieux. S'il nous guide mal un jour, il prend bien sa revanche en nous conduisant plus loin le lendemain, nous dit encore Rodin. Il réduit ainsi à néant l'image de l'artiste dont une muse guiderait la main aussi sûrement qu'une divinité guidant son prophète. L'effort pour l'artiste ne cesse jamais. Et c'est même cette capacité surhumaine à toujours repousser ses propres limites qui caractérise le génie humain. Pour Rodin, cet effort commence avec la pose de son modèle. Plutôt que de le mettre au service de l'œuvre qu'il entend créer, il s'applique d'abord à laisser ce modèle obéir aux lois de la nature. Voici ce qu'il dit à ce propos. « Même lorsqu'un sujet que je traite me contraint à solliciter d'un modèle une attitude déterminée, je la lui indique, mais j'évite soigneusement de le toucher pour le placer dans cette pose, car je ne veux représenter que ce que la nature ou la réalité m'offre spontanément. » En cela, Rodin rejoint pleinement les préoccupations des peintres impressionnistes dont il est le contemporain. Comme eux, il veut échapper aux conventions qui encombrent l'art et retrouver un lien authentique avec l'acte créateur. Pour renouer ce lien, il importe avant tout de se libérer des canons académiques et de faire l'effort de redécouvrir par soi-même, et en ne se fiant qu'à son propre jugement, la véritable raison d'être de l'activité artistique. Rodin, né en 1840 et mort en 1917, est l'acteur et le témoin d'une période qui, avec le recul, nous apparaît comme l'un des sommets de la création artistique. Cette période vit en effet nombre d'artistes suivre les mêmes préceptes, guidés par une volonté non pas tant d'émancipation, mais bien davantage de retour à la source. Voici comment Rodin évoque un des aspects principaux de la problématique qui s'est posée aux artistes romantiques et impressionnistes. Le vulgaire s'imagine volontiers que ce qu'il juge laid dans la réalité n'est pas matière artistique. Il voudrait nous interdire de représenter ce qui lui déplaît et l'offense dans la nature. C'est une profonde erreur de sa part. Ce qu'on nomme communément laideur dans la nature peut, dans l'art, devenir d'une grande beauté. Dans l'ordre des choses réelles, on appelle laid ce qui est difforme, ce qui est malsain, ce qui suggère l'idée de la maladie, de la débilité et de la souffrance, ce qui est contraire à la régularité, signe et condition de la santé et de la force. Un bossu est laid, un bancal est laid, la misère en haillons est laide. Laide encore l'âme et la conduite de l'homme immoral, de l'homme vicieux et criminel, de l'homme anormal qui nuit à la société. Laide l'âme du parricide, du traître, de l'ambitieux sans scrupule. Et il est légitime que des êtres et des objets dont on ne peut attendre que du mal soient désignés par une épithète odieuse. Mais qu'un grand artiste ou un grand écrivain s'empare de l'une ou de l'autre de ces laideurs, instantanément il la transfigure. D'un coup de baguette magique, il en fait de la beauté. C'est de l'alchimie, de la féerie. Que Velázquez peigne Sébastien, le nain de Philippe IV, il lui prête un regard si émouvant que nous y lisons tout de suite le douloureux secret de cet infirme forcé, pour assurer son existence, d'aliéner sa dignité humaine, de devenir un jouet,
une maraude vivante, et plus est poignant le martyre de la conscience logé dans ce corps monstrueux, plus l'œuvre de l'artiste est belle. Que François Millet représente un pauvre rustre qui souffle un moment en s'appuyant sur le manche de sa houe, un misérable cassé par la fatigue, cuit par le soleil, aussi abruti qu'une bête de somme rouée de coups, il n'a qu'à accuser dans l'expression de ce damné la résignation au supplice ordonné par le destin pour que cette créature de cauchemar devienne un magnifique symbole de l'humanité tout entière. Que Baudelaire décrive une charogne immonde, visqueuse et rongée de vers, et qu'il imagine sous cet épouvantable aspect sa maîtresse adorée, rien n'égale en splendeur cette terrible opposition de la beauté qu'on voudrait éternelle et de l'atroce désagrégation qui l'attend. Mais alors, comment Rodin, dont les contemporains étaient des génies comme Monet, Ravel, Guimard ou Baudelaire, peut-il en arriver à dire que l'art est mort? Il nous livre un premier indice en déclarant « Notre époque est celle des ingénieurs et des usiniers, mais non point celle des artistes. » En effet, pour celui qui vit le tournant entre le 19e et le 20e siècle, l'apparition de la machine et le développement de l'industrie, c'est-à-dire cette capacité à reproduire de manière automatisée n'importe quel objet, est une révolution semblable à nulle autre. Et Rodin reprend l'exemple de la photographie qui, après tout, si la question est d'imiter le plus servilement possible la nature, aurait dû supplanter la peinture. Il dit « On peut vous prendre en photo, on peut même enregistrer votre voix, c'est extraordinaire. Mais l'âme qui commande, le Dieu qui est dans la tête, il est oublié. » Et quand Paul Gzell souligne que Rodin interprète la nature plutôt qu'il ne la copie, puisque le moulage d'un modèle ne ressemblerait en rien à la sculpture produite par l'artiste d'après ce dernier, Rodin déclare « C'est juste, mais c'est que le moulage est moins vrai que ma sculpture, car il serait impossible à un modèle de conserver une attitude vivante pendant tout le temps qu'on mettrait à le mouler, tandis que moi, je garde dans ma mémoire l'ensemble de la pose et je demande sans cesse au modèle de se conformer à mon souvenir. Il y a mieux, le moulage ne reproduit que l'extérieur. Moi, je reproduis en outre l'esprit, qui certes fait bien aussi partie de la nature. Je vois toute la vérité, et non pas seulement celle de la surface. Voici donc la limite de la technique qui, d'après Rodin, commet en un sens la même erreur que l'école néo-grecque. La technique se limite à l'apparence, sans être capable de lier cette apparence à la fonction qui la rend nécessaire. Et c'est justement l'attitude d'incompréhension face à cette distinction capitale qui inquiète le sculpteur. Il déclare à ce propos « La science a pris toute la sève avec ses admirables découvertes. L'homme devient de plus en plus l'un des rouages de la machine qu'il dirige, plus ou moins à la vérité. Mais il ne peut faire donner à la machine que ce qu'elle peut rendre. L'homme pense moins aujourd'hui pour conduire une machine qu'autrefois un cordonnier pour faire un soulier avec un simple morceau de cuir. L'homme pense moins, et c'est ce qui inquiète Rodin. Il précise encore sa pensée en écrivant « Aujourd'hui, l'humanité croit pouvoir se passer d'art. Elle ne veut plus méditer, contempler, rêver. Elle veut jouir physiquement. Les hautes et les profondes vérités lui sont indifférentes. Il lui suffit de contenter ses appétits corporels. L'humanité présente est bestiale. Elle n'a que faire des artistes. » Ainsi, quand Rodin déclare que l'art est mort, peut-être pense-t-il moins aux artistes qu'à la manière dont leurs œuvres sont reçues par le public. Il ajoute à ce sujet « Pauvre chef-d'œuvre, vous ne vous défendez que par votre beauté, ce n'est pas assez. Car aujourd'hui, l'on ne connaît plus que des rumeurs de beauté. Pour être bien sûr de la beauté, on se met en ombre, on se sent les coudes, pour être bien sûr de ne pas se tromper. » Ce que Rodin déplore, c'est l'affaiblissement du goût de ses contemporains. De nos jours, cette notion de goût, de bon goût, est regardée avec la plus extrême méfiance, tant il est ancré dans nos consciences modernes que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Cette erreur gravissime, qui plonge notre quotidien dans une laideur sans précédent, avait parfaitement été identifiée par Rodin, alors qu'elle n'en était encore qu'à son balbutiement. L'art, c'est encore le goût. C'est, sur tous les objets que façonne un artiste, le reflet de son cœur. C'est le sourire de l'âme humaine sur la maison et sur le mobilier.
c'est le charme de la pensée et du sentiment incorporé à tout ce qui sert aux hommes. Autrefois, dans la vieille France, l'art était partout. Les moindres bourgeois, les paysans même, ne faisaient usage que d'objets aimables à voir. Leurs chaises, leurs tables, leurs marmites, leurs blocs étaient jolis. Aujourd'hui, l'art est chassé de la vie quotidienne. Ce qui est utile, dit-on, n'a pas besoin d'être beau. Tout est laid. Tout est fabriqué à la hâte et sans grâce par des machines stupides. Les artistes sont devenus les ennemis. Mais pire que cela, la décadence observée par Rodin ne touche pas seulement le public, elle atteint également les artistes en formation. Et le sculpteur fait cette constatation funeste. Cet apprentissage d'autrefois par lequel de longues années d'études permettaient de connaître toutes les parties du métier et d'en montrer les ressources, armait celui qui avait la force de le concevoir. Il transformait des artisans modestes en collaborateurs réels et utiles. Tout cela a été détruit. L'affaiblissement de l'apprentissage a commencé la destruction des métiers. On a cru remplacer l'apprentissage par des éducations d'école, mais l'élève de nos écoles n'est pas l'apprenti. Il n'est pas contraint à l'effort, il travaille quand il le veut. Il est déjà un futur artiste. Il n'est pas un artisan, trop souvent même, il est déjà un monsieur. Tout en accomplissant ses multiples et faciles besognes, l'apprenti prenait l'esprit de l'atelier. Il apprenait à obéir, puis il abordait le métier, se formait la main en apprenant les premiers éléments et faisait chaque jour un pas nouveau. Ensuite, il travaillait aux compositions de ses camarades plus anciens, dont le contact journalier formait sa jeune intelligence, avant de pouvoir procéder à de premiers essais. En un mot, avant de commencer à produire, il avait le temps de désirer. L'apprentissage n'est autre chose que la possibilité, le fait ou l'acte d'apprendre le métier avec toute la patience nécessaire. Et il importe de rappeler que la patience, c'est de l'action. Ce n'est que lentement, petit à petit, par un effort continu, que l'on peut faire quelque chose de bien. Dans le travail hâtif, on escamote la difficulté. Dans l'atelier d'un décorateur ornemaniste, on fait un travail qui correspond à un besoin et qui entraîne une responsabilité. On n'apprend plus le métier et on s'apercevra plus tard quel désastre on a préparé. S'imaginer remplacer l'atelier professionnel par des leçons de professeurs est une folie. Remarquable prémonition de la part d'un artiste qui vivait pourtant à une époque qui, aujourd'hui, nous semble avoir été d'une fécondité incroyable dans l'expression de la beauté. Pourtant, un siècle plus tard, force est de constater que l'oracle délivré par le sculpteur n'était hélas pas mensonger. L'art est mort, disait ou prédisait Rodin, et avec lui, c'est toute une manière de penser l'existence qui disparaît. Car dans le cercle formé par le travail, la beauté et l'admiration, autrement dit par l'artisan, l'artiste et le spectateur, réside selon Rodin la clé d'une existence accomplie et heureuse. En un mot, utile. En effet, si le sculpteur souffre de l'altération qui marque la place de l'art dans la société, cela ne l'empêche pas de connaître l'extase que procure la recherche de la grandeur. Et cette extase, selon lui, pourrait être, quoiqu'à des échelles différentes, l'apanage de chacun. Il écrit à ce sujet. Combien l'humanité serait plus heureuse si le travail, au lieu d'être pour elle la rançon de l'existence, en était le but. Pour que ce merveilleux changement s'opérât, il suffirait que tous les hommes suivissent l'exemple des artistes, ou mieux, qu'ils devinssent tous des artistes eux-mêmes. Car le mot, dans son acception la plus large, signifie pour moi ceux qui prennent plaisir à ce qu'ils font. Il serait à désirer qu'il y eût ainsi des artistes dans tous les métiers. Des artistes charpentiers, heureux d'ajuster habilement tenons et mortaises, des artistes maçons gâchant le plâtre avec amour, des artistes charretiers, fiers de bien traiter leurs chevaux et de ne pas écraser les passants. Cela formerait une admirable société. On peut penser qu'une telle conception est utopique. Elle l'est sans doute si on la prend à la lettre. Mais qui pourrait nier pour autant la puissance d'une telle attitude face à l'existence ? En 1902, le génial poète allemand Rainer Maria Rilke écrit à Rodin, dont il est devenu le secrétaire. « Ce n'est pas seulement pour faire une étude que je suis venu chez vous. C'était pour vous demander comment faut-il vivre. Et vous m'avez répondu « en travaillant ». Et je le comprends bien. Je sens que travailler,
c'est vivre sans mourir. Ce que Rilke avait compris, notre époque semble l'avoir totalement oublié. Voici ce que déclare par exemple en 2024 Mickey Schulman, président de l'entreprise Suno, spécialisée dans la création de musique par intelligence artificielle. Les exigences techniques et le temps nécessaire pour maîtriser un instrument ou un logiciel de production sont des freins majeurs pour de nombreux aspirants musiciens. Cela prend beaucoup de temps et de pratique pour atteindre un bon niveau. Je pense que la majorité des gens n'apprécient pas réellement la majeure partie du temps qu'ils passent à créer de la musique. Si l'art n'était pas mort en 1911, date à laquelle Rodin proférait cette sentence, on peut raisonnablement se poser la question, en entendant de pareils propos, de savoir si, en tout cas, il ne l'est pas aujourd'hui. Bien sûr, de nombreux artistes et de nombreux commentateurs se sont inscrits en faux contre la déclaration de Schulman. Malheureusement, aucun n'a eu la simple et belle idée de lui répondre en utilisant les mots de Rodin, car voici ce que le sculpteur écrivait un siècle plus tôt, semblant répondre par avance à la pensée, si l'on peut dire, de Schulman. Rien ne supplée à la persévérante étude. À elle seule, le secret de la vie se livre. Donnez votre vie patiemment, passionnément, pour comprendre la vie. Quel profit si vous parvenez à comprendre. Vous serez dans le cercle de la joie pour toujours. Reculerait-on devant l'effort nécessaire, devant l'indispensable apprentissage, si laborieux et si long qu'il soit, si l'on se doutait de ce que c'est que le bonheur de comprendre? Mais le difficile à combattre, c'est l'insidieux, note encore Rodin. Et qu'y a-t-il de plus insidieux que le progrès technique? Pour chaque nouveau confort qu'il nous offre, il nous prend quelque chose en retour, une toute petite chose, une part de notre âme peut-être. Et parce que nous croyons cette denrée inépuisable, nous n'y prêtons pas attention. Ce faisant, nous laissons hélas dépérir une forme d'exigence, à la fois esthétique et morale, dont, insidieusement, l'absence nous fait souffrir. Car, comme le notait encore Rodin, c'est l'homme qui protège les dieux, et non pas l'inverse. Protéger les dieux, c'est-à-dire protéger la magie de l'existence. Et qu'est-ce que cette magie, sinon cette union de regards dont l'homme est capable avec les merveilles de la nature? Mais pour le sculpteur, cette décadence insidieuse n'est pas le fruit d'une fatalité. Elle est plutôt celui d'une attitude de désinvolture coupable. Et il note à ce propos, « Nous avons eu la grâce, nous l'avons abandonnée. On ne nous l'a pas prise, nous l'avons laissée tomber. Et personne n'en a revendiqué la succession. On voudrait nous faire oublier le passé de la France. » Mais Rodin, lui, ne l'oublie pas, et il parcourt le pays, dès qu'il en a l'occasion, pour aller admirer et étudier les églises de France, auxquelles il consacre un livre entier, Les cathédrales de France. Car le sculpteur voyait dans les monuments gothiques se déployer la même intelligence que dans l'art antique. Et c'est sans doute l'une des plus précieuses leçons qu'il nous donne, savoir discerner la beauté et la vérité, quel que soit le visage qu'elles choisissent de revêtir. Pour conclure, il nous faut citer le testament artistique que Rodin adressa aux générations futures, car même aujourd'hui, il est possible de puiser une force consolatrice et un enthousiasme renouvelé à la lecture de ces quelques pages. En voici quelques extraits. Jeunes gens qui voulez être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le résumé d'une longue expérience. Aimez dévotement les maîtres qui vous précédèrent. L'admiration est un vin généreux pour les nobles d'esprit. Gardez-vous cependant d'imiter vos aînés. Respectueux de la tradition, sachez discerner ce qu'elle renferme d'éternellement fécond. L'amour de la nature et la sincérité. Ce sont les deux fortes passions des génies. Tous ont adoré la nature, et jamais ils n'ont menti. Ainsi la tradition vous tend la clé grâce à laquelle vous vous évaderez de la routine. C'est la tradition elle-même qui vous recommande d'interroger sans cesse la réalité et qui vous défend de vous soumettre aveuglément à aucun maître. L'art réclame de la décision. L'art n'est que sentiment, mais sans la science des volumes, des proportions, des couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé. Que deviendrait le plus grand poète dans un pays étranger dont il ignorerait la langue ? Dans la nouvelle génération d'artistes, il y a nombre de poètes qui malheureusement refusent d'apprendre à parler. Aussi ne font-ils que balbutier. De la patience,
Ne comptez pas sur l'inspiration, elle n'existe pas. Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, attention, sincérité et volonté. Accomplissez votre besogne comme d'honnêtes ouvriers. Soyez vrais, jeunes gens, mais cela ne signifie pas soyez platement exacts. Il y a une basse exactitude, celle de la photographie et du moulage. L'art ne commence qu'avec la vérité intérieure, que toutes vos formes, toutes vos couleurs traduisent des sentiments. Les plus beaux sujets se trouvent devant vous, ce sont ceux que vous connaissez le mieux. L'étude des chefs-d'œuvre demande la solitude. Si votre talent est neuf, vous ne compterez d'abord que peu de partisans et vous aurez une foule d'ennemis. Ne vous découragez pas. Les premiers triompheront, car ils savent pourquoi ils vous aiment. Les autres ignorent pourquoi vous leur êtes odieux. Les premiers sont passionnés pour la vérité et lui recrutent sans cesse de nouveaux adhérents. Les autres ne témoignent d'aucun zèle durable pour leur opinion fausse. Les premiers sont tenaces, les autres tournent à tous les vents. La victoire de la vérité est certaine. Auguste Rodin, en plus de son œuvre, nous offre donc une définition renouvelée de la beauté. Elle n'est plus ce qui séduit l'œil, mais ce qui satisfait à la vérité. D'ailleurs, et comme pour donner la preuve de ses propos, Rodin laissera plus d'un travail inachevé, non par découragement ou par manque de temps, mais parce qu'ainsi il sert sa vision de la vérité. Car un travail inachevé se préoccupe moins du public que de l'art lui-même. L'important n'est plus le résultat, mais la démarche. L'achèvement est une notion surhumaine, un fantasme d'homme qui se prend pour Dieu. L'inachèvement est plus humain, plus modeste, et pour finir, plus vrai. Et cette vérité que Rodin a servi toute son existence a fini par modeler le visage même du sculpteur. Laissons le mot de la fin à Sacha Guitry, qui mieux que nul autre a su nous parler du génie de Rodin. Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui depuis sa mort est le musée Rodin. Et voici Auguste Rodin lui-même qui vient à notre rencontre. Dans un instant, vous le verrez dans son atelier où il se promène comme un fauve. Fauve il l'était d'ailleurs, c'était le lion de ce désert où se dressaient comme autant de sphinx ses œuvres gigantesques. Et c'était le lion diffamé. Nul homme de génie en effet n'a été plus bafoué, plus méprisé que lui. Il y a 30 ans, on continuait encore à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde, avec un tel visage.